Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous, chers amis. Bonjour et bienvenue à notre présentation. Une présentation qui a un lien ou qui est centrée sur la fermeture. Je suis un peu distrait par ce qui est écrit sur mon écran là. Qui a un lien avec la. Attendez, j'écris là dans le chat, hein. Aidez-nous à partager. Partager, s'il vous plaît. Donc, c'est une présentation qui a un lien avec la crise post-électorale au Cameroun. Comme vous le savez vous-même, le gouvernement Cameroun, il y a eu des élections au Cameroun en 2025. Elles opposaient donc, il y avait plusieurs candidats, mais il y avait deux vraiment candidats en face. Il y avait Paul Biya, qui est le président sortant, 93 ans, l'âge officiel, 100 ans, le vrai âge. Il y avait aussi en face de lui Issa Tiroma, opposant historique, qui a été rentré au gouvernement pour travailler avec Paul Biya comme ministre de la Communication et qui en est sorti quand il s'est aperçu que, d'après ses propres propos, que Paul Biya ne dirigeait plus le Cameroun et que c'était un groupuscule autour de lui qui dirigeait le Cameroun. Il peut avoir sans doute raison. Nous avons carrément vu la SNH qui officiellement a encore un directeur qui s'appelle M. Adolphe Moudiki. Nous avons vu cette semaine le vice-président de la Guinée équatoriale se rendre au siège de la SNH et discuter avec la femme de M. Moudiki. Alors on ne sait plus si M. Moudiki est toujours directeur général de la SNH ou si c'est son épouse qui l'a remplacé. Nous ne sommes pas capables de dire. Voilà, officiellement, quand je vous allez sur le site, c'est lui, mais dans les faits, c'est son épouse qui gère l'entreprise. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il y a eu des élections et à l'issue des élections, il faut le dire clairement, Issa Tiroma les a remportés. C'est lui qui a gagné les résultats dans les urnes. Ça veut dire que les Camerounais ont voté pour lui dans les urnes. Et à l'issue de ce vote-là, donc, Paul Biya a opéré un énième hold-up, comme il opère toujours. Ça veut dire qu'il a utilisé, cette fois-ci, c'était différent. Il a utilisé, je me refais à commissaire Léopold Ben Modo, qui disent que voilà, une telle violence, ça ne ressemble pas à notre armée. C'était plutôt des miliciens qui étaient introduits, à qui on avait donné des armes et des munitions, qui n'ont pas hésité à tirer à balles réelles, à tuer massivement les populations. J'en profite ici pour dire ma déception d'un journal comme Le Jour, qui, une fois que Human Rights Watch a sorti un rapport faisant état de plusieurs morts, Le Jour a fait une grande une en disant qu'il y a 39 morts, qui est fou. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, il n'y a pas eu 39 morts, il y a eu plus de 200 morts. Donc, il y a énormément de morts, de personnes disparues qui ont été enlevées, kidnappées dans leur domicile la nuit et qui ont pris des destinations que personne ne saurait dire aujourd'hui. Voilà. Le gouvernement communique peu dessus. Donc, cette terreur qui est l'usage des armes, l'usage des armes, l'usage de kidnapping, etc., a intimidé, comme toujours, la population camerounaise et la population s'est résignée. Elle est restée calme, comme d'habitude, hein. Dès qu'il y a un peu de l'intimidation, il faut bien c'est bien ça. Elle est restée calme, elle est restée en dedans. Les figures politiques du parti d'Issa Tirom ont presque tout été enlevé, kidnappé vers des destinations inconnues, des gens de la société civile, etc. etc. Donc, dans ce contexte, le gouvernement camerounais justifie ça par le fait qu'il dit c'est pour prévenir la violence parce qu'il y a eu des casses, etc. Ben, il y a eu des casses. Je l'ai dit et je le redis ce que j'ai dit lors du dernier direct. Hein, je disais même d'ailleurs en m'en prenant à quelqu'un qui s'est fait appeler docteur Ngefé, je ne sais pas où il a eu son doctorat, mais qui dit que quand il y a eu quand il y a des casses, qu'il y a eu des casses, je lui ai dit que, mais imaginez qu'on vous nomme vous directeur de l'école de police. Comment allez-vous vous en sortir si vous êtes directeur de l'école de police? Il va bien falloir que vous formez les policiers à votre service du peuple et non pas être là avec une haine viscérale contre le peuple et à chaque fois à sauter pour casser de la population. Parce que ces policiers-là, et moi j'en connais, qui ont mené les répressions dans les années 90 à Douala.
Une fois à la retraite, ils n'hésitaient pas à vous appeler pour vous demander 20 000 francs pour mettre le carburant dans la voiture. Et le jour où on est venu les sortir de la maison de fonction qu'ils occupaient, un an après, ils étaient morts. Et je ne vous dis pas ce qu'ils avaient dans la bouche comme mot, des remords, des regrets, etc. etc. Donc, ça, c'est vraiment... Que, oui, parce que beaucoup de gens, quand ils sont dans les corps en tenue, ils sont prêts à tout parce qu'ils se disent que ça va leur permettre de progresser, d'avoir les galons. Malheureusement, quand ils arrivent au sommet, et au moment où ils repartent, ils voient que leurs enfants n'ont pas de travail, n'ont pas de perspective de travail, il n'y a pas de place dans la fonction publique pour leurs enfants. S'ils en ont une 7, au trop on en prend un, etc., etc. Et ils commencent à voir le désastre à leur porte. Les filles qui ramènent des grossesses, ils ne connaissent même pas le père, etc. Ils n'ont plus l'autorité pour agir, etc. Je vous garantis qu'il ne faut pas mieux se mettre devant eux pour écouter ce qu'ils vont dire. Ça fait très mal. Ils ont mal. Mais on a de cesse de leur répondre que c'est un système que vous avez construit. Vous l'avez construit, vous mettez un monstre dans une maison. S'il en sort, il ne mange pas que les enfants du voisin, il mange aussi les vôtres. Donc, il y a eu la répression. Et cette répression a conduit à beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de personnes arrêtées. Et ça a débouché sur un hold-up. Voilà, un hold-up. Et ce hold-up-là interpelle désormais la communauté internationale. Donc, quand je dis la communauté internationale, alors je vois vite des Camerounais, avec tout le brainwash qu'on a fait sur eux, Afrique Média, en disant oui, la communauté internationale c'est quoi en Syrie, en Israël, etc., etc. Je n'ai pas dit qu'elle est parfaite. Il y a la pression des groupes d'intérêt, il y a la pression des groupes d'influence, c'est vrai, qui parfois, mais l'ONU, par exemple, le système des Nations Unies, a des garde-fous pour prévenir euh, les abus contre les droits de l'homme dans certains pays. Les Nations Unies, par exemple. L'Union africaine a des garde-fous pour prévenir l'abus des droits de l'homme dans certains pays. Ça, c'est une réalité. Et enfin, les États-Unis, par exemple, qui est la première puissance mondiale, a aussi en son sein des garde-fous pour prévenir la violence dans certains pays. Parce que quoi que vous disiez, ici aux États-Unis, vous n'avez jamais vu l'armée ouvrir le feu sur la population et les gens tombent. Même lorsque les Martin Luther King manifestaient dans les rues en chantant, etc., avec des gens avec eux, jamais on a utilisé la violence pour les réprimer. Au contraire, il y a certainement eu les arrestations, les emprisonnements, etc. Et en fin de compte, on a fini par s'asseoir pour discuter, hein, essayer de trouver les solutions consensuelles aux problèmes qu'eux ils posaient. Donc ça c'est important et ça mérite d'être dit. Donc la communauté internationale c'est quoi? C'est un ensemble d'organes, hein, d'organes multilatéraux. Il n'y aurait pas eu la communauté internationale. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée sur mon mur. Les massacres de Sarajevo contre les Bosniaques, hein, comment on a tué le nettoyage ethnique qu'il y a eu en plein cœur de l'Europe. Alors les gens peuvent tout dire. Ce nettoyage ethnique-là a été stoppé par la communauté internationale. Hein, l'Union européenne a pris des actions. Quand Bill Clinton était président, j'ai encore le livre de Madeleine Alroy que j'ai déjà lu 2 fois. Comment ils ont procédé. Et ils ont intervenu, ils ont dégagé Milosevic, ils ont dissous les milices, ils ont arrêté tous les patrons de ces milices-là, les Radovan Karadzic, Rakom l'a dit, tout ça, ça a fini à la Cour pénale internationale. Parce qu'il y avait eu, et aujourd'hui, vous croyez que ça continue à sortir. Il y a des plaintes qui sortent. Bon, ça, c'est des choses qui se passaient en 1990. 35 ans après, ça continue à sortir. Il y a des gens, vous dites qu'il y avait des snipers qui étaient des grands milliardaires italiens et qui payaient pour venir faire avec les armes, s'amuser à tuer des êtres humains, comme on tue du gibier. C'était une sorte de partie de chasse. Donc les gens qui sortaient pour aller chercher la nourriture, ils étaient pris à partir, on disait c'est les snipers. En réalité, c'était les grandes fortunes. Donc, là, c'est la communauté internationale qui est intervenue pour résoudre le problème. La communauté internationale est intervenue pour résoudre le problème de l'apartheid en Afrique du Sud. Je dis ça pour les gens qui nous disent, wow, la communauté internationale. Que eux, ils nous disent, eux, ce que eux qui ne sont pas la communauté internationale ont déjà fait, sinon bavarder et aller mendier l'argent dans les palais présidentiels. La communauté internationale est intervenue en Afrique du Sud. Quand vous lisez l'histoire de l'Afrique du Sud, elle est intervenue pour que l'apartheid prenne fin, que Mandela soit libéré et que l'Afrique du Sud devienne la nation arc-en-ciel. Elle l'a fait.
Elle l'a fait sur beaucoup d'autres terrains, mais elle a aussi ses échecs. C'est normal. Bon, s'il y a des réussites, il y a aussi des échecs. Donc, elle a aussi ses échecs, par exemple, au Moyen-Orient. Elle a ses échecs, par exemple, bon, on se localise beaucoup au Moyen-Orient, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire que la communauté internationale. D'autant plus que cette communauté internationale a été invitée dans le processus électoral, donc à travers les Nations Unies, a été invitée dans le processus électoral au Cameroun par l'État du Cameroun lui-même. Rappelez-vous, la précédente élection, on avait reproché à l'État du Cameroun les faux observateurs électoraux que l'ancien Feman, donc l'ancien escroc Atamganji, reconverti maintenant en ministre, on ne sait pas par quelle magie, avait fait venir dans notre pays et qui était venu se passer pour des observateurs, alors que c'était des gens qui vivaient tranquillement dans leur pays et que voilà. Donc, ces gens sont venus dans notre pays, ils sont venus dans notre pays et ça a été honteux. Voilà. Donc, le tout, si l'État du Cameroun a préféré solliciter les Nations Unies pour s'engager à collaborer pour que, disait-il, le scrutin électoral soit crédible. C'est d'ailleurs ça qui a encouragé beaucoup de personnes à s'inscrire pacifiquement sur les listes électorales et sortir voter, suivre leur vote parce qu'elles se disaient que le résultat qui sera sorti des urnes, c'est ce résultat qui sera confirmé par la Cour constitutionnelle. C'était mal connaître Paul Biya quand il s'agit des élections et surtout du pouvoir. C'est-à-dire, au nom de la perte du pouvoir, il serait prêt à tout, à tout, à tout. À chaque fois qu'il y a une petite contestation, il voit ça comme un danger pour son pouvoir. Au Nozo, là où les gens pouvaient s'asseoir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, discuter tranquillement, régler les problèmes tranquillement. Non, je ne pense pas que les échecs sont plus nombreux que ses succès. Mais c'est mal connaître. Les succès de la communauté internationale sont 10 fois plus nombreux que ses échecs. Il suffit de prendre des livres d'histoire, de lire la Charte des Nations Unies, etc., de lire en beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y avait des conflits sanglants en Angola, par exemple. Je ne sais pas si tu as connu le conflit sanglant en Angola entre l'UNITA de Joseph Savimbi et le MPLA de Augustine Neto et plus tard Dos Santos. C'est la communauté internationale qui a réglé le problème. Je dis, je peux citer, hein, c'est très long. Tout le sud de l'Afrique, là, le Mozambique, le Lesotho, les Sam Nonjuma présent, la Swapo, la Namibie, tout ça, tout ça. La diplomatie a beaucoup travaillé, énormément de travail, même au niveau de l'Union africaine. Le problème aujourd'hui, c'est que les médias, comme on dit, ne parlent que du train qui arrive en retard, ils ne parlent pas du train qui arrive à l'heure. Alors, vous savez, s'il y a 1000 trains, il y aura autour de 2, 3, maximum 5 qui arrivent en retard. Et malheureusement, les médias ne parleront que des incidents dans celui qui arrive en retard et pas des 995 qui sont arrivés à l'heure. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans le cas du Cameroun, les Nations Unies étaient partenaires pour l'élection. Donc, ils étaient partenaires pour l'élection. Euh, je veux parler ici de deux choses. D'abord, de la réaction des Nations Unies à travers son secrétaire général Gutiérrez, qui avait été très critiqué par la diaspora camerounaise, qui avait dit oui, voilà, ils avaient même soupçonné en disant qu'il y avait de la corruption, parce que comment est-ce que Mme Bachelet, qui était la présidente de la Commission des droits de l'homme, était allée dire à Paul Biya attention, et quand elle était sortie, ça n'a pas été suivi des faits, etc., etc. Donc, la communauté internationale. Donc, il y a eu donc le communiqué des Nations Unies face aux répressions, face aux tueries en masse. Tueries en masse, je dis bien, tueries en masse. Et c'est là que je suis très désolé parce que les Camerounais sont très forts pour dire que la communauté internationale ne fait rien. Quand vous voyez un journal comme Le Jour qui dit qu'il y a eu 39 morts au Cameroun, vous pensez qu'ils sont naïfs, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Vous pensez qu'il n'y a pas une collusion entre eux et le gouvernement? Je dis que le problème, c'est moi, dans cette histoire-là, je dis toujours, balayons devant nos propres portes avant d'aller balayer devant les portes des autres. Si vous parlez un peu naïvement, c'est que vous ne connaissez pas le Cameroun. Franchement, il y a des gens qui profitent toujours des situations de crise pour se faire du beurre. Non. Là-dessus, face aux tueries, on n'a pas entendu, personnellement, je n'ai pas entendu l'Église, entre oui, peut-être Monseigneur Cléda, je n'ai pas entendu la société civile, je n'ai pas entendu les chefs, je n'ai pas entendu les élites, je n'ai pas entendu les médias, très peu.
Voilà, très peu. Bon, les gens remettent tout sur le dos de la communauté internationale. Et quand elle intervient, on m'a dit, ah non, il y a l'Irak où ça n'avait pas marché. Oh non, 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 il y a la Palestine où ça n'avait pas marché. Oui, mais qu'est-ce qu'avons-nous fait? Donc là-dessus, la communauté internationale est intervenue parce que l'ONU se devait de laver son honneur parce qu'elle a un accord qu'elle avait passé avec le gouvernement camerounais pour que les élections puissent se passer dans la paix. Et face à l'usage disproportionné de la violence sur les populations civiles sans armes, je précise encore bien que dans tous les pays du monde, ici aux États-Unis, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il y a un contentieux post-électoral, lorsque les gens sortent pour marcher, l'État encadre les marches. C'est le rôle de la police. Le policier, le gendarme est fonctionnaire parce que nous payons des impôts. Quand nous payons, consommons le carburant, nous payons des impôts et taxes. Quand nous consommons le carburant, nous payons les impôts et taxes. Quand nous consommons les crédits de communication, nous payons. Quand nous faisons des transferts d'argent, nous payons, etc., etc., etc. Nous payons, nous envoyons l'argent à l'État pour que l'État voilà, puisse continuer de fonctionner. Donc, là-dessus, comme ça se passe dans tous les pays, qui sont, je ne vais pas utiliser le mot civilisé, mais c'est des États qui respectent leur population. Parce que franchement, l'image que le gouvernement camerounais a donnée, c'est qu'ils n'ont aucune considération pour la population camerounaise. Ils peuvent en massacrer autant qu'ils peuvent. D'abord, ils nous ont montré ça au Nozo, où vraiment l'armée qui était censée protéger la population est venue, alors que les gens marchaient avec l'arbre de la paix, ils n'avaient pas d'armes, a tiré sur des personnes. Toutes ces vidéos sont encore dans les clouds ici. Ça ne disparaîtra pas. A tiré massivement sur les personnes. Il y a eu des gens qui étaient massivement blessés, des gens qui sont décédés, et ça a vraiment fait beaucoup de mal. C'est des choses qu'on ne veut pas voir. Parce que la police et la gendarmerie sont là pour protéger les populations civiles. Et non pas pour les blesser, comme on dit harm en anglais, pour les blesser, pour les faire du mal. Et donc, c'est ce qu'on a vu. Et face à ça, je vous propose de suivre un audiobook de la réaction des Nations Unies à travers Gutiérrez. Gutiérrez, c'est une sorte d'analyse qui est faite par un réseau de journalistes internationaux. Vous allez entendre... euh, vous allez entendre... Donc, je vais vous faire écouter ça. Ce que l'ONU dit, mais aussi ce que ça révèle de sa position. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte bien précis, une déclaration du secrétaire général de l'ONU, transmise par son porte-parole, Stéphane Dujarric. Voilà. Ça concerne la réaction des Nations Unies, après l'annonce des résultats d'une élection présidentielle au Cameroun, c'était le 12 octobre. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ça, comprendre ce que l'ONU dit, mais aussi ce que ça révèle de sa position face à la tension post-électorale là-bas. Voyons un peu ce que cette déclaration nous apprend sur la perspective onusienne. Alors, le point de départ est assez formel, on va dire. Le texte dit que le secrétaire général, le SG, a pris note des résultats. Une formulation très diplomatique, presque attendue. Mais ce qui frappe, c'est la suite immédiate, le changement de ton. Oui, tout à fait. Prendre note, c'est vraiment la base de la réaction diplomatique. C'est factuel, sans jugement apparent, mais là, ça sert surtout de contraste, en fait. Parce que passer de ça à une profonde préoccupation juste après, c'est un signal fort du secrétariat général. Ça suggère que, ok, les résultats sont notés, mais l'attention de l'ONU, elle est tout de suite ailleurs, sur quelque chose de plus alarmant. Et cet élément alarmant, c'est donc la violence post-électorale. Voilà. Le SG se dit profondément préoccupé. Et le texte pointe spécifiquement des informations faisant état d'un recours excessif à la force. Voilà. C'est précis ça, pas juste une inquiétude vague sur des troubles. Pourquoi cette mention spécifique, recours excessif à la force? Voilà. C'est important. Ah oui, c'est un point absolument crucial. L'ONU ne parle pas juste de violence en général, ce qui pourrait tout inclure. En parlant de recours excessif à la force, le langage pointe, même implicitement, vers ceux qui ont la force organisée et qui peuvent l'utiliser de manière disproportionnée. Donc, le plus souvent, les forces de sécurité de l'État.
Ce n'est pas une accusation directe, hein, la déclaration reste prudente. Elle parle d'informations faisant état d'eux. Mais c'est une façon claire de signaler une préoccupation majeure sur le respect des principes de nécessité, de proportionnalité dans le maintien de l'ordre. Et ça touche directement au mandat de l'ONU, hein, protection des droits humains, prévention des abus, surtout dans un moment aussi sensible qu'une période post-électorale contestée. Et Voilà. malheureusement, cette préoccupation n'est pas que théorique. La déclaration parle du coût humain. Le SG déplore les pertes en vie humaine et les blessés. Voilà. Et il y a un détail intéressant dans la formulation. Il précise parmi les manifestants comme parmi les forces de sécurité. Et il présente ses condoléances aux familles. Pourquoi cette symétrie alors que juste avant on pointait le recours excessif à la force? C'est un équilibre délicat, mais essentiel pour la diplomatie de l'ONU. D'un côté, oui, mentionner le recours excessif à la force, ça cible une inquiétude spécifique, liée à l'action des autorités potentiellement. Mais de l'autre, en dépleurant les pertes parmi les manifestants comme parmi les forces de sécurité, l'ESG se place sur un terrain d'impartialité humanitaire. L'objectif est double, en fait. Premièrement, reconnaître la tragédie de toute perte de vie, quelle que soit l'affiliation. C'est pour rester au-dessus de la mêlée politique. Et deuxièmement, cette formulation, elle permet à l'ONU de garder une position de médiateur potentiel, d'interlocuteur crédible pour tout le monde. S'il semblait pencher d'un côté, sa capacité à parler aux autorités, par exemple, serait compromise. C'est stratégique, en fait. D'accord, c'est clair. Et logiquement, après ce constat tragique et la préoccupation, vient l'appel à l'action. Le SG demande une enquête approfondie et impartiale sur ces violences. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans un contexte pareil? Approfondi, impartial. Ça sonne bien, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Ce sont des mots lourds de sens, oui, et d'attente. Approfondi, ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux versions officielles, aux apparences. Il faut chercher les faits précis, la chaîne des événements, les responsabilités, individuelles, institutionnelles. Comprendre les causes, ça demande des moyens, un Voilà. accès libre à l'info, la protection des témoins, beaucoup de choses. Et impartial, alors là, c'est sans doute le plus gros défi. Dans un climat aussi polarisé, ça veut dire véant, indépendante de toute influence politique, sans parti pris, ni pour ni contre le gouvernement, l'opposition, personne. La crédibilité de l'enquête en dépend totalement. On imagine bien les difficultés. Mener une enquête vraiment impartiale quand tout le monde a intérêt à tirer la couverture à soi, c'est presque mission impossible, non? C'est extrêmement difficile, c'est sûr. Les obstacles sont énormes. Manque de volonté politique parfois. Intimidation, destruction de preuves, partialité des institutions elles-mêmes. Ou alors, on conteste systématiquement les résultats. C'est pour ça que l'appel de l'ONU, même s'il est normatif, c'est aussi un message politique. Ça fixe un standard international. Ça met une certaine pression sur les autorités nationales pour qu'elles montrent leur engagement vers la vérité et la justice. Après, l'ONU peut proposer une aide technique ou même plaider pour une enquête internationale si besoin, mais bon. Voilà. Je m'arrête là parce que c'est très long, donc on ne pourra pas tout écouter. Mais aussi, On ne pourra pas tout écouter. Donc, en gros, vous avez écouté que les Nations Unies, disons que c'est un audio d'un texte, d'un mémo rédigé par les Nations Unies aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On peut faire jouer, on peut faire mettre ça sous forme audio pour que les gens entendent. Donc, les Nations Unies, si vous allez sur le site des Nations Unies, vous tapez United Nations Human Rights Cameroun, vous allez voir ça. Le secrétaire général des Nations Unies demande qu'au Cameroun, il y ait une enquête indépendante, neutre, indépendante, menée selon des standards sur les morts, sur l'usage disproportionné de la force et sur les conséquences qu'il y a. Donc, et si vous écoutez l'audio, plus loin, il parle de sanctions. L'ONU envisage des sanctions internationales, notamment le gel des avoirs des personnalités impliquées dans ça, civiles ou militaires. Donc, Atangandji, son nom en tête, Betty Assomo, Gala Setoga, leur nom suit, Bagangele, etc. Tout leur nom est dans la liste, dans le truc. Donc, et également les gens qui ont tiré. C'est bizarre, je me demande comment l'ONU a fait. Il a toute l'identité des gens qui ont tiré. Leur nom, etc., leur network, comme on dit, c'est-à-dire que femmes, enfants, famille, etc., etc., etc. Donc, il y a tout ça. Et demande qu'il y ait des sanctions internationales qui sont appliquées à ces gens-là, des interdictions de voyager, etc. J'ai oui dit, mais je n'ai pas la confirmation matérielle, que la Suisse aussi s'est dégagée de ça pour dire à Paul Biya que bon, voilà, il ne fallait pas qu'il vienne. Est-ce que c'est pour ça que sa fille se retrouve en ce moment à Yaoundé? Je n'en sais rien.
Mais dans tous les cas, au niveau de les Nations Unies ont réagi. Alors, les gens peuvent se poser la question, pourquoi les Nations Unies réagissent? Est-ce que ce n'est pas un acharnement? Parce que j'ai vu une autre vidéo dont je ne veux pas jouer, où quelqu'un a dit, oui, c'est parce que Issa Chiroma, il y a un cabinet international qui est un cabinet qui s'occupe des intérêts des grandes firmes multinationales et qui aimerait mettre la main sur le pétrole du Cameroun, blablabla, blablabla. Bref, il a raconté des choses là, que c'est lui-même qui sait, il n'a fourni aucune évidence, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu jouer. Ça ressemble plutôt à la propagande. À la vérité, le Cameroun a été traîné plusieurs fois devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui est à Genève en Suisse. Les Camerounais sont déjà venus manifester devant cet organe plusieurs fois. Ah, je dis bien plusieurs fois. Et à chaque fois, le Cameroun s'en est sorti en disant ah non, c'est pas vrai, etc. Donc à partir du moment où on dit c'est pas vrai, il y a un non-lieu qui est rendu. Le tout, si la communauté internationale a vraiment braqué les radars sur le Cameroun et avec tout ce qui sortait sur les réseaux sociaux, moi je vous dis, le week-end dernier, samedi, je suis allé à une super soirée à Southside là, et c'était une soirée des jeunes cadres africains, des gens qui travaillent dans la tech, la finance, tout ça. Et une fois que je suis arrivé, les gens m'ont assailli. Oh, Cameroun, Cameroun, Cameroun. Ils sont tous connectés sur les pages de Jumanto, TGV, Fernantech, etc., etc. La mienne ici, même si je n'ai pas trop parlé, etc. Donc, ils regardent ça et ils suivent ça de très près parce qu'ils s'attendaient à ce que la décision sortie des urnes soit appliquée au Cameroun. Donc, la communauté internationale a suivi ça aussi de très près. Et malheureusement, ce qui devait se passer ne s'est pas passé. Ça veut dire que pour bien opérer un énième hold-up électoral, il s'est imposé par la force et il a procédé par la violence. Donc, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève regardait ça parce qu'elle s'est dit, bon, voilà, il va encore avoir des procès. Rappelez-vous qu'en 2018, quand on avait exercé les violences, arrêté les militants de la contre, etc., Dupond-Moretti, qui est un avocat international et qui est spécialisé dans cela, dans le droit sur plan national, qui a fait battre l'État français à plusieurs fois dans plusieurs procédures. Dupond-Moretti s'était donc rendu au Cameroun et avait dit que voilà, son rôle serait de porter plainte à la Cour des droits de l'homme de Genève. Et il avait engagé une procédure là-bas. Je pense que l'accumulation de ces procédures a fait que aujourd'hui tout le monde suivait ce qui allait se passer au Cameroun. Malheureusement, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le gouvernement camerounais a repris ce qu'il fait depuis 43 ans et ce qu'ils font depuis l'indépendance, l'arrivée du colon allemand sur notre territoire dans les années 1900, au début des années 1900. Ça veut dire la violence sur les populations. Ce sont les mêmes méthodes. Hein? Moi, j'ai souvent discuté avec des vieux divisionnaires, commissaires divisionnaires, qui ont fait l'école de police de Dakar à l'époque. Pour eux, ça semble très normal et c'est la seule voie, il n'y a pas d'autre. Et donc, quand vous voyez que ce sont les instructeurs à l'école de police chez nous, donc c'est ça qu'on transmet à nos gens. Les gens pensent que quand il y a un conflit politique, immédiatement, le seul moyen de régler ça, c'est d'utiliser la violence légale pour faire tordre le bras aux autres, les arrêter, les mettre en prison, les bastonner, etc. Jusqu'à ce qu'ils écrivent une lettre de demande des excuses pour sortir. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que là aussi, les groupes de pression au niveau de la diaspora, moi je ne vois aucun au niveau du Cameroun, sauf peut-être les gens qui ont initié les actions comme les Paul Abin qui sont morts, les Eric King qui sont morts et d'autres. Mais le groupe de la Cour nationale des droits de l'homme a engagé donc, le système des Nations Unies à veiller, je pourrais parler dans tous les détails, mais quand vous voyez, ils ont des étapes, la veille, la mise sous surveillance, les enquêtes, les sanctions internationales, etc. Et on dit, bon, voilà, pour que ça ne revienne pas une énième fois à la Cour des droits de l'homme de Genève, l'ONU a mis une veille. Je pense que dans le protocole d'accord qu'elle avait fait avec l'État camerounais, cela a été contenu. Donc, ils ont fait une veille, ils ont surveillé le processus électoral et le processus électoral, malheureusement, le gouvernement camerounais a répondu de la même manière avant même que les élections n'aient commencé. Issa Chiroma vous dit que les gens de la DGRE, la sécurité militaire, etc. sont venus chez lui. Avant même le jour du vote, son domicile était déjà encerclé par des hommes en tenue. Donc, pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'on découvre maintenant. Son domicile était déjà encerclé par les hommes en tenue. Et ces hommes en tenue là ont encerclé son domicile. Et voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé.
Issa Chiroma s'en est sorti, hein, je peux dire ça comme ça, s'en est sorti, mais on a vu quand même comment ça s'est passé. Il a pu être exfiltré et partir au Nigeria. Et on a vu comment des hommes en tenue postés sur le toit de ses voisins ont pu tirer à balles réelles de toits de voisins où étaient postés, tirer sur la résidence de Issa Chiroma dans la ville de Garoua. Donc ça aussi, ça fait tellement mal que vraiment on ne sait pas par où commencer. Ça, c'est des choses que nous voulons plus voir dans notre pays. Voyez-vous, nous voulons que notre pays ait un ancrage dans la modernité pour assurer les investisseurs, pour assurer les touristes, pour assurer, bref, les ONG, bref, pour assurer X ou YZ partenaires qui viendraient dans notre pays pour travailler, pour résider, etc. Or, quand nous avons une violence disproportionnée et que les images inondent les réseaux sociaux, ça fait tellement mal. Voilà, ça fait tellement mal. Et dans ce contexte, les Nations Unies qui ont été blâmées de ne rien faire en Afrique, etc., qui ont essuyé beaucoup de critiques en Afrique, les gens parlent de corruption et tout cela, ont pris le taureau par les cornes en disant attention, si la violence continue encore, nous intervenons et nous prenons des sanctions tout de suite contre les personnes, des sanctions, comment on dit, préventives, avant même qu'il y ait des enquêtes pour déterminer ce qui se passe. Non. Là, les Nations Unies demandent toujours une enquête, ils sont scotchés dessus. Donc, c'est ce qui vous a fait voir tout de suite que la violence a baissé. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire ça, les enlèvements la nuit pour qu'il n'y ait plus les vidéos. Ils n'envoient plus les chars tirer à balles réelles sur les gens. Quand les gens ont fait les villes mortes, comme vous avez vu vendredi, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui pour faire la vidéo. Les gens ont fait les villes mortes vendredi. Vous n'avez pas vu encore des militaires entrer dans la maison, arrêter les gens parce qu'ils auraient fermé leur boutique. Donc, ils sont sous les projecteurs de la communauté internationale et c'est comme ça. Bon, Cédric, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis ça ne donne rien, ils sont complices, mais il faut produire des évidences. À ce niveau-là, on ne parle pas comme ça. Si tu dis ça ne donne rien, ils sont complices, produis des évidences. Cite les faits. Dis voilà tel fait, ça, 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 ça. Moi, je suis en train de te dire que la sortie du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, qui a demandé une enquête et qui a dit qu'ils sont en train de dresser une liste pour prendre des sanctions, et ils ont énuméré la liste des sanctions. L'audio là encore sur mon mur. Immédiatement, tu as vu qu'ils ont ramené les militaires dans les casernes, ils ont ramené le calme, les communiqués des gouverneurs du littoral, très véhéments, se sont arrêtés, les convocations de tout le monde chez le préfet du Vouri, tout ça, ça s'est arrêté. Parce que dans tout ça, là, tous ces gens, ils font ça parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ils auront des postes. Ils vont avancer, ça va avancer leur carrière. Mais si à l'instant ils font ça, ils sont sous le coup d'une sanction internationale, donc qui va pénaliser eux et leur famille, je te garantis qu'ils ne feraient plus ça, ils ne lèveraient plus le moindre petit dos. Donc, les gens ont aussi interpellé la communauté internationale à jouer son rôle. Par exemple, à Madagascar, la raison pour laquelle Rajolina n'a pas demandé à l'armée de tirer, c'est parce que là aussi, le secrétaire général de l'ONU, tu peux regarder sur le site des Nations Unies, a dit voilà, il y aura des sanctions internationales, il y aura, etc., etc. Et dans ce contexte, ils ont fait marche arrière. Ça, c'est important. Hein. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Moi, une fois, j'ai eu une conversation avec un grand politologue ici aux États-Unis que je nommerai pas. Et il m'avait dit, écoutez, tous vos problèmes de colonisation, de tout ce que tu te plains là, il y a des parties dans le droit qui permettent de régler ça. Le problème, c'est que il y a des gens même qui initient les actions et quand ils arrivent devant, on les appelle à Yaoundé ou à Paris, on leur dit, bon, voilà, voilà l'argent, porte ça. Dès qu'ils portent l'argent, ils se taisent. On a vu ce qui s'est passé dans la 9 disparue de Bepanda. Tous les gens qui avaient engagé les procédures, après, il faut voir. Regardez s'ils ils paient le taxi à cette époque. Regardez, ils ont acheté des voitures. Regardez, ils ont construit des maisons. Regardez, donc c'est un vaste dossier. Je veux dire que je ne peux pas me mettre sur la ligne d'Afrique Média qui consiste forcément à diaboliser les autres. Mais que faisons-nous? Nous, on a été dans des situations, on a amené des gens ici à arriver jusqu'au Congrès américain. Ils ont fui, même nous bloquer nous-mêmes. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Sinon, ce n'est que, voilà, ils passent par la porte de derrière et ils se servent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, face à cette situation, il n'y a pas que les Nations Unies qui ont intervenu, il y a aussi les États-Unis qui ont intervenu là-dedans. Les États-Unis ont intervenu d'abord parce que
la diaspora camerounaise vivant aux États-Unis, beaucoup travaillent, beaucoup sont taxpayers, beaucoup sont citoyens américains. Et le gouvernement américain, à travers ses lois et règlements, a un dispositif pour protéger les familles des gens qui sont citoyens quand ils se trouvent à l'étranger. Donc à partir du moment où les gens vont voir leurs élus et disent, voilà, notre population, notre famille, nos frères et sœurs sont en danger, il y a un régime qui n'hésite pas à les tuer, sans leur donner la possibilité de se défendre devant un tribunal. Et pour une affaire d'élection, on a sorti des chars. Les chars ont tiré dans le tas, dans les carrefours comme village, il y a ça, etc. Donc à partir de ce moment, le gouvernement américain réagit. Le gouvernement américain réagit à travers son arsenal diplomatique. Je rappelle l'arsenal diplomatique aux États-Unis. L'arsenal diplomatique, c'est d'abord composer des agences fédérales, CIA, NSC, FBI, tout ce que vous voulez, pour faire des enquêtes et remonter les informations chez les dirigeants. Deuxièmement, l'arsenal diplomatique, c'est le président, dont l'exécutif, avec en dessous de lui le secrétaire d'État, donc il nomme, ça c'est la partie exécutive. Mais également aux États-Unis, c'est le législatif. Le législatif, ça veut dire que le Congrès et le Sénat. Juste pour que vous preniez un exemple. Quand le président aux États-Unis est élu, il prête serment. Quand il prête serment, vous entendez, the president have picked Mr. ou Mrs. Tant to serve as US ambassador, to serve as Secretary of State, to serve as Joint Chief of Staff, etc., etc. Le président choisit les personnes. Mais il est choisi, il ne peut pas les nommer. Pour qu'il les nomme, d'abord le FBI fait ce qu'on appelle un criminal background. Donc on fouille dans votre vie. On fouille vraiment en utilisant les moyens que vous ne pouvez pas imaginer. Donc on fouille dans votre vie. Et on retrouve les moyens que vous ne pouvez pas imaginer. Donc quand on a fini de fouiller dans votre vie maintenant, deuxièmement, si on ne trouve rien, par exemple, si vous avez eu des rapports sexuels avec une fillette de 12 ans, il vaut mieux que vous disiez au président tout de suite, non, j'ai une casserole au placard, il faut laisser ça comme ça. Voilà. Donc, on fouille dans votre vie. Vous avez vu, il y avait un type ici, la Chambre des représentants, Max Guy, qui était un fort soutien du président, mais qui avait l'habitude de chercher des petites filles en ligne sur des pages, tout. Donc, lors de background, le FBI a vu ça. Donc, il n'a pas, alors que c'est lui qui était pressenti pour être ministre de la Justice, on l'a enlevé comme ministre de la Justice. Il a été remplacé par Mme Pam Bondi, qui était Attorney General, donc ministre de la Justice de la Floride, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle une audience de confirmation. Donc, quand on vous choisit, vous allez au Sénat, il y a une audience de confirmation. Deuxièmement, vous venez devant le Congrès et vous répondez aux questions des congressmen, notamment sur ce que vous allez faire, et ils vous disent également quelles sont les préoccupations des Américains, si vous entendez inclure ça dans votre agenda. Sinon, ils ne peuvent pas vous donner le pass et vous pouvez ne pas exercer vos fonctions. Donc, vous devez aller devant le Congrès et vous devez surtout aller devant le Sénat parce que c'est le Sénat qui valide et confirme vos fonctions. De la même manière que les deux chambres, dont la chambre haute et la chambre basse, valident vos fonctions, de la même manière, ces deux chambres-là contrôlent votre action. Et si par exemple il se passe quelque chose, vous pouvez être interpellé par un courrier, ou par un courrier simple, ou bien par une résolution. Dans le cas d'espèce, c'est un courrier simple réunissant plusieurs congressmen bipartisans, donc les gens de la Chambre des représentants bipartisans, ça veut dire aussi bien de la gauche que de la droite, aussi bien des démocrates que des républicains, qui ont une lettre, la lettre est sur la page du Congrès, je ne vais pas la lire ici, ce serait long, et qui ont demandé, interpellé le secrétaire d'État pour lui dire, voilà, il faut que les choses, il nous revient qu'il y a des violences post-électorales au Cameroun, alors que ça n'a pas lieu d'être, qu'il y a eu des élections, il faut que vous interveniez déjà pour faire arrêter la violence. Quelle est la raison pour laquelle le Congrès saisit le département d'État? C'est parce que dans le cadre de la lutte de Boko Haram, et ça vraiment, Paul Biya, ce n'est pas quelqu'un, franchement. Franchement, ce que je dis, ce n'est pas une méchanceté. Ce n'est pas quelqu'un. Quand il y a la crise de Boko Haram ici, là, le Cameroun avait fait longtemps sans faire la guerre. Bakassi était fini, les gens chantaient, Bakassi oh, 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 Bakassi oh, du Cameroun, etc., etc. Donc c'était fini.
Donc, il y a eu de la guerre. Et quand la guerre est finie à Bakassi, on a eu une accalmie, les gens vaquaient à leurs occupations. Et subitement est sortie de terre une autre partie de la guerre qui était maintenant la guerre contre la guerre au Nozo. Donc la guerre au Nozo, non, pas la guerre au nord du Cameroun, donc Boko Haram qui attaquait le Cameroun avec Aboubakar Tcheko à partir de la forêt de Sampissa au Nigeria, mais également à partir du lac Tchad. Donc ça a dégénéré très fort. Beaucoup de militaires sont morts. Moi, j'ai perdu un ami d'enfance. Thank you, Pabi. One greeting too. J'ai perdu un ami d'enfance qui s'appelle Frédéric Ndjilié. Son père était notre sous-préfet. On a le même âge. Il est entré dans l'armée. Il allait faire un stage à Saint-Cy. Il est rentré. Il était capitaine. Il était très jeune. Il n'avait même pas, quand il a été nommé capitaine, il n'avait même pas 30 ans, il devait avoir 28 ans, donc il était bien parti pour être général. Et on échangeait souvent sur WhatsApp, il me disait vraiment c'est terrible, on n'arrive pas à opérer ici, on n'a que tel fusil. Je dis mais tel quoi? Quoi? Fusil? Ici là, les gens utilisent ça ici pour chasser les biches dans les champs. Ça c'est pas, donc, on n'avait pas l'équipement. On n'avait pas le matériel pour recueillir le renseignement, pour déminer le terrain. Beaucoup de soldats sont morts en sautant sur des mines, etc., etc. Donc la diaspora camerounaise s'était levée pour aller dire, bon voilà, en Amérique, c'est une possibilité qui existe dans le droit aux États-Unis. We are taxpayers, we are US citizens, donc les gens ont dit, voilà, nous sommes citoyens américains, nous sommes taxpayers, et vraiment nous aimerons que l'Amérique vole au secours de notre pays parce qu'on a nos frères qui meurent, on a des gens qui meurent, et surtout quand on voyait les vidéos des bavures qui étaient sorties, donc les bavures là où on tirait sur les gens, comme ça, le type qui ont descendu, la maman avec le bébé sur le dos, tout ça, ça avait choqué. Ça, il faut mettre ça sur le compte du stress du militaire. Le stress des militaires. Il n'a pas les moyens technologiques pour opérer, donc il est obligé de compter sur voilà, le bouche à oreille et forcément ça entraîne des bavures. Partout, ça entraîne des bavures. Donc là-dessus, la diaspora camerounaise est allée au Congrès, etc. Les États-Unis, il y a eu un hearing. La diaspora a posé ses arguments. L'Amérique a mis en place un programme d'assistance militaire dans la formation de nos soldats, sur les équipements, par exemple les équipements de déminage, en matière de renseignement, etc. Donc les États-Unis avaient envoyé au Cameroun un général, j'oublie le nom du général, mais l'ambassadeur s'appelait M. Ruben Souza. Donc ce général-là était venu, ils avaient offert des véhicules blindés, avec des systèmes d'interception, de communication, bref, beaucoup de choses. Je vais parler dans tous les détails. L'Amérique nous avait aidé, par exemple, on avait un problème. Moi, j'avais discuté avec des soldats qui disaient qu'ils partaient de chez eux, ils faisaient presque 2 semaines en route pour allier le front. Donc, il fallait monter, les camions s'embourbaient à certains endroits, il fallait pousser. Quand ils arrivaient au front, ils étaient déjà épuisés complètement. Surtout qu'on avait des effectifs vieillissants. Or, on devrait faire normalement ça par transport de troupes. Ça veut dire qu'il doit avoir un avion de transport de troupes. Donc, comme on relève les soldats tous les 6 mois ou tous les 1 an, il doit avoir un avion de transport de troupes qui transporte les gens depuis, par exemple, la base 201 ou la base 101 à Douala ou à Yaoundé et les amène sur la ligne de front ou bien à partir de Koutaba, les amène jusqu'à Maroua, par exemple. Et à Maroua, maintenant, ils peuvent faire une demi-journée de route pour rejoindre le front ou bien une journée de route. Mais 2 semaines, c'était lourd. Donc là-dessus, les États-Unis nous ont aidés à réparer nos avions de transport de troupes. Ils ont envoyé les pièces de rechange, ils ont envoyé les techniciens, ils ont réparé les avions de transport de troupes. Ils nous ont formés sur beaucoup d'autres choses. On a perdu malheureusement les gens comme les Cody Jacob, qui étaient des grands spécialistes en artillerie. Donc, on a quand même progressé là-dessus. Et le gouvernement camerounais, avec le fait que les États-Unis avaient réussi à mettre en commun le Tchad, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria, ça a permis d'affaiblir énormément Boko Haram dans la forêt de Sampissa et même de tuer Aboubakar Shekau et même de maîtriser un peu l'insécurité au niveau du lac Tchad. D'ailleurs, cette coopération continue. Bon. Là, quand il y a eu la crise anglophone, toujours, j'ai jamais compris moi ce qui peut se passer dans la tête de Paul Biya. Franchement, si moi j'aimerais lui faire une interview, c'est de ce que j'aimerais parler avec lui. Qu'est-ce que c'est que ce président qui est toujours prompt à utiliser la violence via les corps armés qui sont là normalement pour défendre le pays? Toujours, il les jette sur la population civile camerounaise. Dès qu'elle crie, allez, on leur envoie comme réponse le marteau et le burin.
Donc, on tient le marteau, on cogne, pam, pam, pam. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans le NOZO comment Paul Biya déployait l'armée, le bataillon d'intervention rapide, le BETAP, etc., qui sont rentrés dans les villages, incendient les villages. Les mamans qui étaient malades, qui ne pouvaient pas fuir, on les a. Dit que le soldat a ouvert, il a bien vu la maman, mais il a mis l'essence, il a mis le feu. Ils les ont tués. Il y a tous ces archives-là ici aux États-Unis, je vous garantis. Tout, il y a des vidéos que le gouvernement quand même ne peut pas imaginer. Il y a des vidéos qu'il y a des gens qui sont soldats, qui un jour, quand ils seront à la retraite, on va venir leur montrer en disant, mais c'est toi là. Pourquoi tu as fait ça? Qui peut pas imaginer? Un, j'étais resté une activiste anglophone, m'a bombardé le WhatsApp, il y avait au moins, je sais pas moi, 3000 vidéos. J'ai pris le temps aussi de les archiver. Donc, il y a des vidéos, ils ont plein de vidéos, plein de choses qu'ils ont archivées dans des clouds. Donc, il y a certaines personnes qui ne vont pas s'en sortir. Bon. Tout ça, quand c'est arrivé sur la table des congressmen, ils ont regardé, ils ont dit, oh là, not in our name, not in our name. We cannot allow that. Ça veut dire qu'ils se sont dit, voilà, on ne peut pas accepter de faire ça à notre nom. Nous avons nos hommes là-bas qui forment l'armée camerounaise, mais c'est pour lutter contre le terrorisme. C'est pour lutter contre les bandes armées qui envahissent le Cameroun, qui tuent les gens, qui posent des bombes dans les marchés, etc. On a tous vécu ça au Cameroun. Donc, là-dessus, le gouvernement américain avait fait un hearing, je me rappelle encore, avec Karine Bass, qui était la présidente de la commission des affaires étrangères du Congrès, dont elle est aujourd'hui maire de Los Angeles. Ils ont fait un hearing, ça veut dire une audition publique. Et lors de l'audition publique, il y avait un homme en tenue. On lui a demandé, est-ce que vous pensez que les armes et les matériels militaires que nous avons donnés au Cameroun est utilisé contre les populations civiles anglophones? La personne a dit qu'il n'exclut rien, ça peut être possible, mais qu'ils vont enquêter. Donc, après le hearing, il y a eu un hearing au Sénat, parce que les sénateurs, dont sénateur Tim Kaine, sénateur Dick Durban ici, bon, je ne vais pas prononcer le nom d'un sénateur là qui est en difficulté maintenant, mais ils avaient écrit une résolution qu'ils avaient co-sponsorisée, et il y a eu un hearing public au Sénat. Donc, quand il y a eu ce hearing, le gouvernement américain avait fait venir le commandant, le patron de Africom. Et donc, lors de ce hearing, il y avait aussi Thai Bonnage. Et la question avait été posée au patron d'Africom, est-ce que vous pensez que les armes et les ressources, military capability, on dit en anglais, ont été utilisées dans la région du Nord-Ouest pour exercer la violence sur les populations civiles? Il a dit qu'il a fait son enquête, c'est possible. C'est pour ça qu'ils ont décidé de put on hold. Ça veut dire de geler provisoirement les programmes militaires entre le Cameroun et les États-Unis. Donc, ça avait été gelé. Quand le gouvernement camerounais, bon, il a réussi à trouver un accord avec son opposition, mais qui est plutôt un accord gombotique. Je ne veux pas encore fâcher les gens là en disant certaines choses. Donc, ils se sont bien servis et ils ont dit, oh non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, tout va bien, l'Amérique, comme on dit en diplomatie, prend acte. Donc, ils ont réactivé les programmes militaires. Ils ont renvoyé les formateurs sur place. Ils ont renvoyé l'équipement sur place qu'ils avaient retiré pour mettre sur leur base dans un pays voisin. Et ils ont repris la coopération pour que le Cameroun puisse se défendre contre Boko Haram, surtout que ça s'intensifie en ce moment. Vous voyez au Mali, le Jinim, au Niger, au nord du Nigeria, même le Nigeria est touché. Le tout, si même le ministre de la Défense nigérien est parti, ou c'est des affaires étrangères du Nigeria est parti au Mali. Kassi comprend lui-même que c'est chaud. Donc, face à ça, euh, les congressmen ont écrit et demandant au secrétaire d'État de dire, voilà, l'Amérique ne peut pas maintenir une coopération militaire avec un État qui utilise les armes pour tuer une population civile sans armes. Voilà, c'est ça le propos, la lettre existe. Hein, je peux encore vous lire aussi ce que ce qui a été publié sur le site du département d'État et traduit ça en anglais. En anglais. Donc, je peux lire ça. Et la commission des affaires étrangères de la Chambre. Non, 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 non. Je lis ça là. C'est en anglais là. Donc, je lis en anglais. Hein.
Cameroonian deserve a future that reflects their aspiration. The recent presidential election was marred by alleged election fraud and a government crackdown of the opposition and protesters, spoiling what many Cameroonians saw as potential opportunity for peaceful democratic change. Now it is time for genuine electoral reform and inclusive political dialogue if Cameroon is to find solution to their very real governance and security challenge. Voilà ce qu'a écrit la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Autrement dit, la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants aux États-Unis, ça c'est ce qu'on n'a pas entendu dans la bouche des propagandistes, je dirais du gouvernement, elle reconnaît qu'il y a eu des fraudes au Cameroun, qu'il y a eu un hold-up électoral et qu'il y a eu une grosse violence exercée par le pouvoir sur l'opposition. Et elle dit, elle enjoignait donc, elle écrivait au secrétaire d'État, elle enjoignait donc qu'il faut qu'il prenne des actions pour qu'enfin il y ait une réforme du processus électoral. Et moi, les histoires de réforme du processus électoral au Cameroun, je sais comment ça se fait. Depuis 1990, on a lutté en France pour l'ONEL. La raison pour laquelle je ne mets plus ma bouche là-dedans, c'est parce que quand vous luttez pour des changements dans ce domaine-là, tous les politiciens là, ils utilisent ça pour se faire de l'argent. Voilà. Ah, ok. Elohim, ok, tu as été camarade du feu lieutenant Dili, voilà, ouais, une grosse perte, franchement. Frédéric, ouais, une grosse perte, ouais. Donc, le gouvernement, le Congrès aux États-Unis dit, voilà, si le gouvernement camerounais veut compter sur nous pour faire face aux problèmes économiques, parce qu'aujourd'hui la dette est énorme, s'il faut réchelonner la dette internationale, comme c'est libellé en dollars, ça va forcément passer par la Réserve fédérale américaine et le secrétariat au Trésor. Ça, c'est évident. C'est évident. Il y a des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de sécurité. Donc, le Congrès aux États-Unis appelle. Mais là-dessus, je vous dis, je sais que ça, c'est la partie qui va choquer beaucoup de gens. Vous verrez qu'aucun homme politique dans notre pays ne va se lever pour saisir la balle au bon. Parce que quand ils écrivent comme ça, si vous vous levez au Cameroun, vous êtes un homme politique, vous venez ici aux États-Unis, vous faites un hearing public, vous appuyez, tout de suite la pression va monter. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Parce que généralement, quand ça se passe comme ça, chacun dit, bon, si vous ne me donnez pas, hein, vous savez de quoi je suis capable. On lui donne, allez, il prend son enveloppe et il se tait. C'est le jour où ça se passe mal vraiment entre eux et Paul Biya, allez, ils sortent dehors, comment bavarder, vraiment, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, la démocratie, nous allons marcher. Chez nous, la responsabilité de l'État dans lequel on se trouve, elle se trouve autant du côté du pouvoir que de l'opposition. Vous avez suivi Maître Assira, il ne parle pas par hasard. C'est quelqu'un qui s'est engagé en 2018. Mais je ne veux pas trop aller dans les détails parce que je vais me fâcher encore avec tout le monde. J'estime qu'il est temps qu'on lower the temperature, comme on dit ici aux États-Unis. Donc c'est ça. Donc le Congrès, la Chambre des représentants, via la Commission des affaires étrangères, a saisi le gouvernement, c'est son rôle, a saisi le gouvernement aux États-Unis pour dire attention. Et là-dessus, on a vu apparaître, donc là, les gens qui font la propagande n'ont pas parlé de la décision des États-Unis, qui disent qu'il y a eu alleged electoral fraud. Donc les États-Unis reconnaissent bien à travers la Commission des affaires étrangères du Congrès qu'il y a eu fraude. Alleged, ça veut dire prouver avec des preuves qu'il y a eu des fraudes électorales. Et j'ai regardé les précédentes vidéos que j'ai faites pour vous expliquer comment ils font pour le savoir. Il dit bien, a government crackdown on the opposition and protesters. Voilà. Donc la violence, la répression du gouvernement sur l'opposition et les protesters. Donc on a enlevé les gens de Issa Chiroma, on est venu kidnapper Diokam Tchameni et Anissé Ekane qui étaient membres de la coalition UPC, donc Union pour le changement 2025, etc., etc. Ça, tout ça est documenté par le Congrès aux États-Unis. Et the government crackdown of the opposition and protesters, spoiling what Cameroonians saw as potential opportunity for peaceful and democratic change. Voilà. Donc, le Congrès aux États-Unis reconnaît que les Camerounais s'étaient mobilisés énormément pour aller voter et suivaient leur vote en pensant que, voilà,
c'était une occasion d'un changement pacifique. Ça veut dire que Paul Biya perd les élections. Et comme on a vu au Libéria, comme on a vu au Sénégal, comme on a vu dans beaucoup de pays, il rend pacifiquement le pouvoir et il passe la main pour qu'il y ait une sortie pacifique du pouvoir. C'est ce qu'avait fait Ahidjo. Paul Biya n'a pas été élu président et il n'a pas pris le pouvoir par la force. Ahidjo lui a donné, je veux dire, de manière civilisée, je me permets de dire ce mot, le pouvoir. Il n'y a pas eu de violence. Mais lui, il a décidé que pour que lui quitte le pouvoir, il faut qu'il y ait des millions de morts au Cameroun. Voilà. Donc, democratic change. It is, now it is time for genuine electoral reform and inclusive political dialogue if Cameroon is to find solution for the real governance and security. Donc, les États-Unis offrent tout leur accompagnement pour que au Cameroun désormais il y ait une réforme du processus électoral. Donc voilà. Pour qu'il y ait une réforme du processus électoral. Donc ça c'est ce qui se passe. Là-dessus donc, le département d'État, suivant le Horse Foreign Affairs Committee, le département d'État à travers le porte-parole du secrétaire d'État Marco Rubio, je précise bien. C'est d'ailleurs parlé là. On est Secretary Rubio's call with Cameroonian president. Voilà. On dit Office of the Spokesperson. Ça veut dire que ce n'est pas Rubio qui a rédigé ça, c'est son secrétariat. Et ils disent bien ici, this, the below is attributable to principal deputy spokesperson Tommy Pigot. Voilà. Ça veut dire même que probablement ce n'est pas Marco Rubio qui a appelé lui en personne Paul Biya, mais c'est Tommy Pigot agissant comme à l'assistant du directeur de cabinet, si on peut dire, de Marco Rubio. C'est Tommy Pigot, le nom est bien marqué. Là encore, la propagande sur les médias, oh non, l'Amérique a félicité Paul Biya, c'est bon, on passe à autre chose. Cette propagande, on n'a pas mentionné. Je lis ça là, on dit, this below is attributable to principal deputy spokesperson, Tommy Pigot. Donc, ce n'est pas Marco Rubio qui a appelé Paul Biya. Je présume, hein, je présume. Enfin, je vais lire. Et the Secretary of State Marco Rubio spoke with President Paul Biya to congratulate him for his inauguration. Dans le jargon de la diplomatie aux États-Unis, de election, ce n'est pas de inauguration. Inauguration, ça veut dire qu'il y a une cérémonie de prestation de serment. Et ce n'est pas parce qu'on dit qu'on te congratule pour l'inauguration qu'on veut dire qu'on t'a adoubé et que voilà, on te reconnaît. Non, pas du tout. L'exemple, prenez le cas de Ali Bongo au Gabon. Les États-Unis, à l'issue de la crise post-électorale avec Jean Ping, où Ali Bongo avait maté, le sang avait coulé, les États-Unis lui avaient envoyé pareil communiqué, mais rassurez-vous, il a été dégagé par la manière dont on connaît tous. Donc, les gens ont vu ça. Donc, Secretary of State Marco Rubio spoke with President Biya to congratulate him for his inauguration. Non, inauguration and not election. Parce que on pourrait dire election en disant voilà, ça s'est bien passé, etc. Par exemple, comme il y a le cas de Diomaye Faye au Sénégal. Vous pouvez regarder le communiqué de Diomaye Faye au Sénégal, vous verrez que ce n'est pas pareil. On dit, during their conversation, the secretary and the president discussed deepening the partnership between the United States and Cameroon to advance shared goals, including strengthening security. Voilà, c'est là où la phrase est essentielle. Including strengthening security as well as achieving regional peace and prosperity for both nations. Regional peace. Regional peace. C'est dans la partie septentrionale du Cameroun. Parce que le Sahel est en port terrorisme, la zone sahélienne, sahélo-sahélienne, et donc le Cameroun a une zone sahélienne, dont elle aussi est en port terrorisme. C'est de ça qui parle dans le jargon diplomatique. Regional peace and prosperity for both nations. The Secretary commended Cameroon for its role as partner in the fight against terrorism. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas un endroit où on dit voilà, vraiment nous félicitons, tu as été brillamment élu. Non, 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 non. Pourquoi l'aspect de fight terrorism
strength military cooperation, etc., etc. C'est parce que si les États-Unis qui ont des hommes, qui ont des Marines, qui sont là pour former les gens, etc., former notre armée à pouvoir faire face à la menace asymétrique sans vraiment exercer la violence sur les populations civiles, ils ne peuvent pas rester en place au Cameroun. Si par exemple, si l'armée camerounaise continue à tirer les vidéos circulaires, c'est qu'ils vont définitivement couper le programme. Et quand ils coupent définitivement le programme, le gouvernement camerounais va avoir un autre problème maintenant. Ce ne sera plus la population qui marche dans la rue. C'est un problème où encore Boko Haram va faire sauter des mines pour esquinter notre armée, pour tuer nos militaires. Donc à partir de ce moment, Marco Rubio a simplement rappelé, donc quand on voit le communiqué, là, ça veut dire qu'il a rappelé Paul Biya en lui disant, écoutez, monsieur, ce serait dangereux. Et moi, comme j'ai déjà saisi le président français Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a écrit, a appelé Paul Biya aussi, donc le dimanche, je crois, il y a 3 semaines, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Il a appelé pour lui dire, attention, il faut mettre l'appelade douce, parce que ça ne va pas aller entre toi et nous, la France, on n'a pas les moyens de te soutenir. Le secrétaire d'État Marco Rubio aussi a appelé Paul Biya. Et on voit bien dans le communiqué, c'est clair, net et limpide. Le communiqué, c'est clair, net et limpide. C'est un moyen très diplomatique de lui dire, voilà, nous tenons à travailler ensemble pour assurer la sécurité dans la partie septentrionale, combattre le terrorisme. Vous avez le terrorisme en Centrafrique, donc dans la partie de l'Est du Cameroun. Vous avez les bandes armées là. Vous avez les bandes armées dans le golfe de Guinée. Les États-Unis nous apportent aussi l'assistance. Vous avez vu, Olinguingue m'a demandé l'aide des États-Unis là, directement. Vous avez dans la partie septentrionale, Boko Haram, tout le long de la frontière avec le Nigeria. Ce n'est pas facile. Sur le bassin du lac Tchad, ce n'est pas facile. Et vous avez la guerre au Soudan, donc le Darfour, qui est un endroit où circulent les armes de guerre de manière terrible. Donc là-dessus, pour ramener la paix au Sahel, les Américains eux-mêmes connaissent bien le problème parce que tout ça découle de l'assassinat de Kadhafi. Donc pour ramener la paix au Sahel, ils ont besoin d'une coopération avec tous les États là, en fournissant les informations, l'appui aérien, etc., etc. Donc il a fait comprendre à Paul Biya qu'il ne pourrait pas soutenir le gouvernement camerounais s'il y avait encore des tueries. Et vous avez vu que ça a cessé. Aujourd'hui, ils ont fait en tout cas, on ne voit plus rien. Peut-être c'est les microbes qui intimident les gens, mais on ne voit plus la violence. On avait des militaires qui sautaient, font de catch sur la barrière, rentrent, tirent sur les gens qui sont au balcon, rentrent dans la propriété, arrêtent les gens, les traînent au sol, des choses comme ça. Donnent des coups de poing. Que vaut un soldat? Vous êtes 5, vous arrêtez un jeune homme de 18 ans, vous le tapez, vous le tirez au sol. Mais il n'a pas de moyen de se défendre. C'est quoi un soldat, franchement? Je ne veux même pas. Je ne veux même pas me mettre mal à l'aise, surtout à pareil moment quand je suis en direct comme ça. Donc, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon. Et le gouvernement américain a essayé de faire comprendre ça au gouvernement camerounais en lui passant le message en disant ça ne va pas dans la bonne direction et il faudrait qu'on essaie de trouver un moyen de calmer les choses parce que si les choses ne se calment pas, ça va être à votre désavantage. Donc, je pense que sur ce, le gouvernement camerounais a compris le message et on ne voit plus de violence. Personnellement, vous ne voyez même plus commenter la politique parce que, bon, peut-être à mon niveau, je suis passé à autre chose. Mais mon souci, c'est nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Un soldat, quand il va en guerre, je le rappelle bien parce que je suis réserviste, un soldat, je m'occupe du supply chain, la logistique ici. Parce que la guerre, c'est la logistique. Si on détruit votre logistique, ou si votre logistique n'est pas opérationnelle, quand on voit le Djinim au Mali, il essaie de perturber l'approvisionnement en carburant, c'est parce que si vous n'avez pas le carburant, votre logistique est clouée au sol, ben vous êtes cloué au sol, vous ne pouvez pas bouger. C'est la logistique. Or, quand vous prenez un soldat, moi ça me fait mal au plus fond du cœur. Vous prenez un soldat, vous voyez, qui tire sur les êtres humains civils sans armes comme des lapins. Je rappelle que quand on va en guerre, les armées s'affrontent, l'objectif c'est la destruction des cibles militaires. Vous détruisez les tankers, vous détruisez par exemple, vous ne tirez pas sur les hôpitaux où les soldats sont en train d'être soignés. Vous évitez les hôpitaux. Parce que même quand il y a la guerre, il y a les droits. Il y a des conventions internationales qui encadrent la guerre.
Vous ne tirez pas sur les gens qui n'ont pas d'armes. C'est pour ça que quand les militaires voient qu'ils sont dépassés, leurs moyens sont détruits, ils soulèvent le drapeau blanc et ils se rendent. Et quand ils se rendent, on ne peut pas les tuer en disant « Ah non, c'est vous qui avez tué nos frères ». Non, ils ont des droits. Ils arrivent, on les met là, ils ont recours à l'assistance de la Croix-Rouge, la Croix-Blanche ou la Croix-Bleue, appelez ça comme vous voulez. Et ils ont droit à un repas, des médicaments, etc., etc. Et puis plus tard, ils ont droit à un courrier de leur famille, etc., etc., etc. Parce que plus tard, il y a l'échange des prisonniers. Alors, c'est quoi ces militaires qui prennent des armes chargées, même pas avec des balles blanches, à balles réelles, ne tirent pas pour neutraliser les cibles au pied, tirent pour tuer. Rentrent dans les maisons. Comment quand vous... Moi, j'ai vu des vidéos où les militaires cassent la barrière et rentrent dans la maison, en étage, en ayant déjà tiré sur les personnes qui étaient au balcon. Mais comment vous savez que les personnes qui sont au balcon sont des manifestants? Comment? Il y a tellement de bavures là qui ont été commis qui font que les gens se posent des questions. Bon, moi j'ai suivi le commissaire Léopold Béné dans son podcast qui dit que ces gens ne sont pas des militaires, mais ce sont plutôt des milices qu'on a inclus dans l'armée et c'est eux qui font ça, etc. Mais il faut savoir une chose, je finis par là. J'aimerais dire à nos soldats, à nos hommes en tenue, je parle en tant qu'un de leurs, que le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. Quand ils entendent parler de la blockchain, de l'IA, l'IA, l'intelligence artificielle, des choses comme ça, le monde a beaucoup changé. Quand ils entendent parler de la blockchain, par exemple, la blockchain, c'est parce que aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, ce sont les activistes qui ont aidé le FBI à neutraliser tous les prédateurs sexuels. Ça veut dire que quand vous êtes un prédateur sexuel, vous êtes condamné dans un tribunal, les gens mettent toutes vos informations sur une blockchain. Donc, quand vous passez dans un aéroport, la dame qui scanne votre pièce sait déjà, ça pop, ça ressort. On sait déjà qui vous êtes. Vous allez voir, on vous suit, il y a des gens qui vous suivent discrètement, ce qu'on appelle aux États-Unis TSA, là donc l'immigration qui est dans les aéroports, on vous suit. À la radio, là, ils appellent à la base, et on dit voilà, telle personne, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a un mot là qu'ils utilisent, j'ai oublié le mot, et on vous suit. On vous suit sur la caméra de surveillance. Quand vous montez dans l'avion, même quand vous sortez. Quand vous prenez les bus pour voyager sur les longues distances, vous allez au supermarché, vous êtes suivi. Il y a un système de surveillance qui vous suit. Parce que vous êtes fiché sur une blockchain. De la même manière, ce système-là aujourd'hui utilisé pour ficher les gens qui sont rendus coupables, c'est ce que Donald Trump est en train de faire là maintenant. Les gens qui sont rendus coupables de meurtre à l'étranger, ils veulent que quand vous rentrez aux États-Unis, vous êtes déjà fiché sur une blockchain. Et quand vous arrivez, le policier vous demande, l'agent d'immigration vous demande, êtes-vous déjà rendu coupable de meurtre, de ceci, de cela, etc., etc. Vous dites non. Alors, il va taper votre nom dans la blockchain. Toutes vos informations vont sortir. Votre nom, le nom de votre femme, le nom de vos enfants, le nom de vos frères et sœurs, etc., etc., etc. Et vous ne pouvez pas entrer sur ce territoire parce qu'on estime que vous avez commis des crimes. Si je mens, allez sur le site de la Maison Blanche, lisez les executive orders que Donald Trump a signé et lisez l'application que Mme Noem a fait dans le nouveau fonctionnement du système électoral. Si vous avez tué, vous ne pouvez pas entrer ici. Les Chinois aussi ont déjà ce système, les Japonais et bientôt l'Europe. Ça veut dire que les gens qui commettent des crimes de sang, parce qu'ils sont en tenue, parce qu'ils ont un fusil et en face des autres, les autres n'en ont pas, dans les années qui viennent, avec l'intelligence artificielle, avec la blockchain, etc., vont payer lourd les conséquences. Par exemple, votre enfant peut être éligible à une bourse pour aller faire le MIT, et quand on tape, on voit nom du père, c'est vous, non, on va refuser. Il faut que vous fassiez attention, chers frères. Fassiez attention. Je le dis parce que nous aussi, on a des frères et sœurs dans l'armée. Faites attention, le monde a changé. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Ça évolue parce que vous avez des activistes. Des gens qui disent voilà, etc. On a ça ici. Hein. On retrouve ça dans des communautés. Quelqu'un fuit le Cameroun, il était dans le BI. Il arrive ici aux États-Unis. Un matin, il se débrouille là comme agent de sécurité. Et puis, quelqu'un qui le voit, le reconnaît dans une vidéo, va monter la vidéo à l'immigration. S'il avait engagé le processus d'asile, on le déchoit de son asile. Mais on le déporte. On a déporté beaucoup de gens comme ça. Ils sont partis au Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement camerounais n'a pas fait le bruit.
Parce que ce sont leurs gens. On a déporté beaucoup, ils sont arrivés à l'aéroport. On leur dit, bon voilà, vous êtes coupable, vous avez fait ceci, vous voilà dans la vidéo, vous reconnaissez ça, oui, bon voilà. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire appel devant le juge, mais ça ne va rien donner. Parce que la vidéo est là. À partir du moment où, voilà, on ne veut pas, ils ne veulent pas accueillir sur leur territoire les gens qui sont rendus coupables de crimes de sang. Ça veut dire que si aujourd'hui, le génocide rwandais devait avoir lieu, les gens d'Abiyarimana qui ont fui se sont réfugiés en Europe, ils ne pourraient plus. Ils ne pourraient plus. Par exemple, les gens qui ont tiré là, moi j'ai vu tous leurs noms, c'est là au Congrès, c'est déjà sur les plateformes blockchain, je ne sais pas comment les gens font, avec toutes leurs informations. Ça veut dire que demain, si on veut les envoyer aller faire un stage de perfectionnement aux États-Unis ou en Europe, ce sera bloqué. Peut-être en France, parce que c'est la France qui soutient Paul Biya. Ce sera bloqué. Les gens vont dire non, on ne peut pas vous accueillir, c'est dommage. We have a case on you, sans toutefois lui dire ce qu'il y a dans les détails. Ce sera bloqué. À moins que le gouvernement Kamnen apporte les évidences que ce n'est pas lui. On se dit, Paul Biya n'est pas éternel, nous non plus. Mais ne faites pas quelque chose qui va mettre toute votre progéniture à mal. Le monde est en train de changer. Il y a la blockchain. Je ne sais pas, vous savez ce que c'est que la blockchain. Quand vous faites quelque chose, c'est mis sur une blockchain, ben, ça vous suit toute votre vie. Donc, j'aimerais dire ça pour que certains de nos frères qui sont dans des corps en tenue fassent attention. Fassent attention. Ok, on veut devenir, on est colonel, comme le collégien de l'Ouest. Il veut devenir général. Oui, mais général, et après quand tu vas à la retraite. Moi, j'ai eu des généraux dans ma famille qui sont là à la retraite. Ils sont peut-être aujourd'hui décédés. Mais une fois que tu vas à la retraite, il faut bien vivre. Tu tombes malade, tes enfants sont en France, tu vas aller les rendre visite. La France refuse de te délivrer le visa parce qu'elle se dit, si tu arrives en France, dans les aéroports, tu peux avoir un comité d'accueil, il peut avoir des manifestants, ils ne veulent pas voir ça. Vous êtes aujourd'hui fiché sur une blockchain. Et c'est les choses qui se partagent à l'international. Quand les congressmen en Amérique écrivent des textes, ils ne peuvent pas écrire comme ça à la Chambre des représentants. Ils écrivent après avoir collecté des évidences. Quand le secrétaire d'État écrit ça, c'est parce que on lui dit que si nous voyons encore les vidéos là dans 2 semaines, nous allons supprimer tout le programme qui a été mis en place dans la coopération militaire entre le Cameroun. Et le Cameroun va souffrir. Et vous avez vu Paul Biya, qui n'agit que parce que son pouvoir en difficulté, immédiatement il a stoppé les tueries. Parce qu'il sait que si l'armée américaine se retire là, Boko Haram là va dire, bon moi j'ai à peu près 6 mois, je peux arriver aux portes de Ngaoundéré et même voir des bêtes. Donc il a arrêté ça. Quand il s'agit de rendre service aux Camerounais, le mec il utilise toujours la violence. Mais quand il s'agit maintenant, ah ton pouvoir peut être menacé, non là il devient le plus raisonnable du monde. Je dis ça pas pour attaquer que ce soit, mais je dis ça pour que les gens sachent que vraiment, à l'avenir, nous devons nous battre pour que nous ayons un président qui dirige le Cameroun en respectant les Camerounais, en comprenant qu'ils ont été désignés par les Camerounais pour servir les Camerounais, et non pas pour se servir et violenter les Camerounais à chaque fois que l'opportunité se présente. Et comme on disait quand on était petit, on disait changement, fait quoi, il y aura. Mais il y aura. La violence, comme on a eu pire dans les pays comme le Chili, pire avec le général Pinochet, ça a été pire. La violence, vous voyez, au Brésil, là, on a eu pire à l'époque des militaires, les Cardozo, tout ça. Les Lula, les Dilma Rousseff étaient arrêtés, interrogés, enlevés, kidnappés, torturés, etc. etc. Moi, j'ai dans mon basement là une photo de Dilma Rousseff qui subissait un interrogatoire devant les militaires après qu'elle a été torturée. Mais est-ce que ça a tenu longtemps? Ça n'a pas tenu parce que c'est un chemin sans issue. Vous ne pouvez pas aller jusque là-dedans, ça ne peut pas déboucher sur quelque chose. Voilà. Donc, je m'arrête ici, là. Je remercie tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont partagé notre direct. Je vous remercie sincèrement. Posez les questions dans le chat, là, sur YouTube. Je me ferai toujours un plaisir de les répondre. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne YouTube, Élisée Yonta, sur notre page Facebook, Élisée Yonta. Partagez le direct pour que les algorithmes puissent recommander la vidéo au maximum de personnes. Et surtout, abonnez-vous, invitez beaucoup de vos amis à s'abonner ici. C'est une chaîne où on parle d'économie, on parle aussi d'activité politique, pour que les gens aient une meilleure compréhension. Parce que quand les gens ont une meilleure compréhension, ça les permet de, voilà, de mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays. Une meilleure compréhension. Et enfin, devenez membre de notre chaîne
en donnant 1 ou 2 $ par mois pour soutenir le développement de notre chaîne. Voilà. Je vous en serai gré et je vous remercie. Vous avez vous-même vu que la chaîne progresse. Il y a pas mal de choses qui sont faites et il y a pas mal de choses qui seront faites. On est en train de travailler dessus. Mais vous découvrirez vous-même quand ce sera fait. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine, hein, dans la paix des braves. Voilà. Prenez soin de vous. Bye.